Eh bien, bonjour à tous. Je suis Jonathan Scovici, le CEO et cofondateur de Stackinsat. Jocelyn aussi, cofondateur de StackingSat, et on a Mathieu aussi derrière, qui est notre développeur et cofondateur aussi. Et Voilà. on est heureux de vous accueillir pour ce deuxième épisode du Rendez-vous des Stackers. Voilà, et donc cette édition, elle est très spéciale pour nous. Après la première édition qui a eu lieu il y a à peu près 10-15 jours avec Pierre Schweitzer. Donc ce premier épisode est déjà en ligne, hein. Nous avons traité le sujet du programme économique de Javier Milei. Donc je vous invite tous à aller écouter ou réécouter d'ailleurs ce podcast très enrichissant et très intéressant. Et aujourd'hui, on est particulièrement émus, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est l'anniversaire de Stackinsat. Donc nous fêtons nos 4 ans et franchement, on est très fiers du chemin parcouru. Et comme vous le savez aussi tous probablement, c'est l'anniversaire du premier Bitcoin miné. Donc Bitcoin fête aujourd'hui ses 15 ans. Voilà. Donc c'est une journée vraiment particulière. Donc on est très heureux aujourd'hui pour cette occasion particulière d'inviter du coup Nicolas Chéron. Nicolas Chéron qu'on connaît très bien chez Stackinsat et Surfing Bitcoin, vu qu'il a déjà participé à 2 Surfing, hein, si je dis pas de bêtises. Et peut-être sera-t-il là cette année, je ne sais pas. En tout cas, il va nous le dire peut-être au courant de ce podcast. Et bah écoute, je pense que Nicolas, est-ce que tu peux peut-être rapidement te présenter pour justement introduire aussi le sujet du jour qui est justement le bilan des marchés financiers du Bitcoin en 2023 et les perspectives 2024. Bon, c'est un peu un thème un peu fourre-tout, mais vous inquiétez pas, on va cadrer les choses avec Joss aujourd'hui, avec du coup 2 phases dans cet entretien. Donc une phase interview avec Joss et moi et toi Nicolas. Et ensuite, une session réservée aux stackers, mais ça j'y reviendrai juste après. Et donc Nico, je te laisse te présenter rapidement. Eh bien, écoutez, merci pour votre invitation. J'ai pour l'occasion mis mon plus beau t-shirt du Surfing Bitcoin 2021, la première édition, me semble-t-il. Euh, je suis Nicolas Chéron, j'ai 39 ans, je suis analyste boursier, j'ai fait ma formation en 2007-2008 sur les marchés financiers, en pleine crise des subprimes. J'appuie sur cette date parce qu'on va tourner autour de cette date aussi quand on va parler un peu macroéconomie, création de dette, et puis que c'est aussi à ce moment-là qu'a été créé et qu'ont été minés donc les premiers bitcoins. J'ai passé grosso modo 15 ans chez 3 courtiers, courtiers sur le marché des changes, les produits CFD, les indices, puis les actions. Et je suis revenu en 2021, 2021-22 chez Zone Bourse, qui est un des plus gros sites de bourse en France. Et depuis début 2023, j'ai déménagé à La Réunion. Je suis analyste indépendant. Je suis désormais non pas rattaché à un courtier ou à un site de bourse, mais à plusieurs. Je fais de la création de contenu. Mes spécialités, c'est l'analyse technique. Je fais aussi de l'analyse fondamentale sur les entreprises. Je suis la macroéconomie depuis maintenant 15 ans sur les différentes publications de chiffres macroéconomiques sur à peu près toutes les zones de la planète. Ma spécialité, c'est les actions. Je fais aussi beaucoup les indices. Depuis toujours, je suis et je détiens des métaux. Je suis les cryptos, on va dire, depuis maintenant 6-7 ans. On va dire que c'est le bull run, le marché haussier, l'explosion haussière du Bitcoin en 2007 qui m'a fait m'y intéresser plus particulièrement, suivre ce phénomène de bulle, ce phénomène d'engouement, d'entrée du public, d'adoption, de médiatisation. Et puis par la suite, on a eu la chute des bourses et des cryptos en 2018. Et à partir de 2018, j'ai creusé un peu le sujet. J'ai des amis qui m'en ont parlé, des journalistes avec qui je suis devenu copain, qui sont d'ailleurs à chaque Surfing Bitcoin, ou qui sont l'équipe de The Big Whale. D'ailleurs, tant qu'on est dans la transparence, je suis actionnaire de The Big Whale. Je ne suis pas un spécialiste des cryptos, mais disons que j'ai bien compris ces dernières années qu'il y avait la naissance d'une nouvelle classe d'actifs
qui allait être tradé ou investi par les particuliers, certes, mais aussi de plus en plus par les professionnels, où j'ai bien évidemment suivi les marchés haussiers, les marchés baissiers, les news, les entrées de Tesla, la chute de FTX, l'avènement et l'espoir qui naît autour de l'ETF, dont on a encore beaucoup parlé aujourd'hui, puisque une petite news qui a fait baisser le Bitcoin aujourd'hui, selon laquelle l'ETF ne va pas sortir tout de suite. Je salue d'ailleurs tous ceux qui viennent de nous rejoindre. J'ai une sorte de petite transition, Joe, pour arriver jusqu'à la macroéconomie, si tu peux me permettre. Alors, après, du coup, Nico, l'interview n'a pas encore commencé, parce que là, je te sens sur... Je suis chaud patate. T'es sur en roue libre. En tout cas, merci pour cette présentation. Et d'ailleurs, du coup, comme on a convenu, toi et nous, n'hésite pas à remettre tes réseaux sociaux et tous les liens utiles pour te retrouver, d'ores et déjà dans le chat, pour que du coup, tout le monde puisse suivre tes analyses. Sont, on le sait tous, très, très, très pertinentes. Alors, le chat, faudra Alors, que je en attendant que tu trouves le chat, moi, j'aimerais quand même rappeler quelques minutes pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça. Je vais revenir à peu près il y a 1 an où, en gros, on a eu énormément de sollicitations de nos clients pour créer une communauté. Et derrière, en fait, on a décidé de lancer une levée de fonds communautaire. Donc, en fait, ça fait à peu près d'ailleurs 1 an qu'on a eu cette idée. On en avait parlé, je crois, publiquement, d'ailleurs, lors d'une chronique sur BFM que j'avais annoncée en janvier de 2023. Et l'objectif de cette levée de fonds, c'est donc de créer cette communauté des stackers. Donc, les stackers, ce sont du coup des clients. Donc, les clients qui sont souscripteurs de notre nouveau produit, le plan épargne Bitcoin Premium, qui cartonne depuis son lancement en juin. Donc, très rapidement, c'est quoi le PEB Premium? C'est la possibilité qu'ont nos clients de prépayer leurs frais en une seule fois jusqu'à un niveau de volume donné sans limite de temps. Donc, par exemple, je vais en illustrer un premier qui est le Premium 100. Vous allez payer 100 € one shot et vous allez avoir jusqu'à 10 000 € de volume gratuit. Et évidemment, les frais de minage aussi sont les frais de minage de livraison sont offerts dans cette offre. Par opposition au plan épargne Bitcoin classique, où là, on est bien sur une commission à la transaction de 1,5%. Donc ça, c'est la première façon de devenir stacker. Et la deuxième façon de devenir stacker, c'est tout simplement de devenir actionnaire de Stackinsat. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas encore, nous avons lancé du coup cette levée de fonds communautaire le 28 novembre dernier. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, on est presque à 700 000 €. Donc, sur un objectif d'1 million. Vous avez encore jusqu'au 15 janvier de cette année pour y souscrire. Donc, évidemment, ceux qui sont déjà présents aujourd'hui sont soit clients, soit déjà actionnaires. Donc, merci à vous, déjà. Et sachez que cette émission sera publiée sur toutes les plateformes de podcast dans les prochains jours. Mais en tout cas, l'idée, c'est de réserver l'exclusivité de nos intervenants à nos stackers pour qu'ils puissent justement interagir, poser leurs questions, etc. Donc voilà, donc maintenant que cette petite phase publicité est terminée, je vais très rapidement présenter l'ordre du jour, parce qu'on va essayer de respecter le timing, même si je sens qu'on va probablement dépasser. En tout cas, l'idée, c'est de faire à peu près 45 minutes avec toi sur les quelques questions qu'on a, nous, Joss et moi. Et ensuite, pendant 45 minutes, de poser vraiment les questions des stackers, interagir avec eux s'ils veulent, parce que bon, je sais qu'il y en a quand même pas mal de timides. En tout cas, moi, j'ai déjà collecté pas mal de questions qu'on pourra te poser aussi sur cette deuxième partie. Écoute, je pense que sans plus tarder, on peut commencer, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Joss. Globalement, en fait, on va profiter de ta connaissance des marchés et globalement du monde économique dans lequel on vit. On fait une petite rétrospective de ce qui s'est passé en 2023 et voir un peu, toi, tes prédictions ou qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans les prochaines années, surtout en 2024, qui est l'année qui vient de débuter. Et donc, ça va être ça Voilà. l'objet de... Et donc, évidemment, avec un angle très Bitcoin oriented, parce que c'est un peu notre spécialité chez Stackinsat, parce qu'on est spécialiste du dollar cost averaging, n'est-ce pas, sur Bitcoin.
Donc voilà, donc ma première question, elle sera très simple et elle va permettre de contextualiser tout le reste de cette émission. C'est justement l'impact du contexte macroéconomique ou microéconomique d'ailleurs sur l'évolution du prix du Bitcoin. Est-ce que tu peux très rapidement justement nous dire un petit peu toi ta vision de cet aspect-là? Et est-ce que d'ailleurs ça évolue dans le cours du temps? Est-ce que ça a changé? Bref, voilà, est-ce que tu peux répondre à cette première question? Alors, avant d'arriver sur la question de la macroéconomie, et pour répondre à ta question, je pense que certains bitcoiners pourraient expliquer l'ensemble de ce qui s'est passé sur le Bitcoin depuis 15 ans par des vagues d'adoption, des développements technologiques, euh, de la communication, des médias, des choses comme ça. Je pense que l'on peut expliquer les mouvements de ces 3-4 dernières années, et voire peut-être même de ces 10-15 dernières années, par les politiques monétaires. Alors Alors, peut-être définir politique monétaire parce que tout le monde n'est pas ne aussi t'inquiète que pas. ça, Nico. Alors, déjà, je resalue toute la communauté. Je suis très content d'être là ce soir. En fait, il faut que vous sachiez un peu ma relation avec StackingSat. C'est de rencontrer l'équipe en 2021. J'ai adoré la communauté et les acteurs que j'ai rencontrés au Surfing Bitcoin. Et voilà, j'ai vraiment noté l'effervescence qu'il y avait autour de cette nouvelle classe d'actifs. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que j'y ai rencontré des gens qui ont compris que depuis 2008, le monde marchait sur la tête. Et moi, j'ai été formé en 2008. En 2008, j'avais commencé à mettre de l'argent en bourse et j'ai perdu 40%. En 2008, j'étais assistant d'un gérant, le CAC a fait 130% et nous, on a réussi à sauver les meubles cette année-là et à finir plus ou moins à l'équilibre. Mais ce qui s'est passé en 2008, c'est ça qui a engendré la création du Bitcoin. Et ce qui s'est passé en 2008 en termes de macroéconomie et de politique monétaire, c'est qu'à partir de ce moment-là, passez-moi l'expression, mais en quelque sorte, au niveau des États et des banques centrales, on est parti en sucette, ça a dérapé, on s'est mis à imprimer, on a trouvé la formule magique. Et c'est ce qui a régi notre monde économique, financier et boursier depuis 15 ans. Depuis 15 ans, il faut savoir que les États-Unis créent 2 dollars de dette pour 1 dollar de PIB. Ça veut dire qu'en fait, on fait tourner une machine économique qui ne fonctionne pas en créant de la dette qu'on roule pour nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est comme ça qu'on continue de faire tourner la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Europe. Les États l'ont fait d'abord, s'endetter énormément. Et puis une fois qu'on a dépassé les ratios d'endettement, ce sont les banques centrales qui ont pris le relais. Et tout ça a commencé notamment en 2008. Donc, c'est un monde d'une croissance achetée à crédit, et marchés qui sont soutenus à crédit. Voilà, c'est une parade pour faire monter tous les actifs de la planète. Et pourquoi je vous explique ça? C'est parce qu'en fait, je vous ai préparé une petite rétrospective J'ai même été un peu en arrière, hein. Excusez-moi les gars, vous m'avez dit, bon, on peut regarder 2022, 2023, mais quitte à me répéter, pour ceux qui ne connaissent pas bien, en tous les cas, le jeu des politiques monétaires, de la croissance, on monte les taux, on fait refroidir la machine économique, puis on baisse les taux d'intérêt, on a une récession et ainsi de suite. Il faut savoir, en tous les cas, qu'on est dans un monde qui est cyclique et que depuis 100 ans, en moyenne, tous les 7 à 8 ans, eh ben, on a un cycle économique positif qui prend fin, et puis on a une récession, on a une chute des marchés, on a une sortie des liquidités, et puis ensuite on repart comme on est reparti en 2008-2009. Sauf qu'à partir de 2008-2009, on l'a fait à coût de milliards. Et souvenez-vous de ça, de cette somme. En 2008, pour sauver la planète finance, on a lâché 2000 milliards de dollars. Pour ceux qui se rappellent, hein, pendant le Covid, on en a lâché 15 000. La dette américaine a passé cette semaine les 34 000 milliards de dollars. Donc, c'est pour vous dire à quel point on est on est dans des ordres de grandeur qui sont complètement fous. Et si je devais réduire en fait l'explication de la hausse des crypto-monnaies et de cette naissance de cette classe d'actifs, je dirais que c'est un ruissellement. On a un marché obligataire qui fait 300 000 milliards, un marché action qui fait 100 000 milliards. Et il est tout à fait légitime pour des gens qui investissent aujourd'hui dans des boîtes, dans la tech, dans des projets boursiers, d'avoir mis une partie de leur argent dans les cryptos.
Et quand les cryptos font 1500, 2000 milliards de capitalisation boursière, en fait, elles pèsent 2% du marché action mondial. Donc voilà, je vous ai écrit une petite histoire que je vais vous raconter, mais voilà, depuis 100 ans, on a des phases de hausse et de baisse de l'économie, on assiste à des chocs, à des récessions, à des trous d'air. Et depuis 2008, et c'est ça qui est spécial, si vous voulez, depuis la création de Bitcoin, on est dans un cycle économique positif. Ça fait 15 ans que ça dure. Mis à part le choc du Covid, qui a été très rapide parce qu'il a été jugulé à coups de dizaines de milliards, de milliers de milliards, excusez-moi, on s'y perd avec les zéros. En fait, le Bitcoin n'a encore jamais vécu de récession profonde et longue à échelle planétaire. Et on reviendra là-dessus par rapport à 2024 et 2025, au risque récessif, à la tentative des États et des banques centrales d'empêcher une récession de se mettre en place, puisque si récession il y a, c'est mauvais pour la population, les marchés financiers et tous les actifs détenus par les 10% les plus riches de la planète, évidemment. Donc voilà, depuis 2008, on a de la croissance, la hausse des bourses, la hausse de la richesse mondiale, l'augmentation du commerce mondial, mais aussi de la dette et de la masse monétaire. Et en fait, c'est grâce à cette dette et à cette masse monétaire qu'on a réussi à continuer de faire croître ce beau monde. Et comme je le disais donc au début de cette émission et dans un débat en 2021 au Surfing Bitcoin, quand on m'a posé la question « Qu'est-ce qui va compter dans les années à venir ?», j'ai répondu « C'est la politique des banques centrales ». En gros, si les banques centrales veulent arrêter de soutenir artificiellement, si elles montent les taux d'intérêt pour éviter qu'il y ait de l'inflation, ou si elles disent qu'elles veulent monter les taux d'intérêt, alors les bourses, les actions, mais aussi le Bitcoin vont être sous pression. Et ce qui est un peu spécial depuis 5 ans, c'est que, eh bien, tous les ans, on a un changement de braquet. Je vais vous refaire un petit peu le feuilleton en arrière. On est il y a 5 ans, on est en 2018. Et à ce moment-là, en fait, ça fait 10 ans qu'on est sorti de la crise de 2008 et les banques centrales n'arrêtent pas d'injecter de l'argent. Le Japon injecte de l'argent. Alors, vous savez, c'est le fameux quantitative easing. Le quantitative easing, en anglais, c'est assouplissement quantitatif, c'est de l'injection de monnaie. On va créer de la monnaie ex nihilo pour pouvoir soutenir l'économie et les marchés. Donc, en 2018, la Fed, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, qui est la patronne des banques centrales de la planète, elle annonce qu'elle va arrêter de soutenir, qu'elle va arrêter les injections. Et à ce moment-là, ça fait baisser les bourses de 20%. Et en 2018, vous le savez, post-bulle de 2017, après le magnifique bull run de 2016-2017, eh bien en 2018, le Bitcoin retombe. Mais en fait, il retombe d'une part parce qu'il était en bulle, mais il retombe aussi parce qu'en fait, c'est l'ensemble des actifs risqués. Les actions, le pétrole, le Bitcoin, tout ça, ce sont des actifs risqués. On achète ces actifs-là quand on cherche du risque, du rendement. Et quand on veut faire l'inverse, eh ben, on achète de l'or et du dollar. Et donc, voilà, 2017, on a l'adoption majeure sur les cryptos. 2018, on a la chute des cryptos parce qu'on a les banques centrales qui disent on va changer ce qu'on fait depuis 10 ans, on va arrêter de vous soutenir et on va voir si les marchés arrivent à voler. Un peu comme un avion en papier, si vous voulez, où on a mis un ventilateur derrière pendant 10 ans pour le faire voler. À un moment donné, les mecs, ils ont dit on va débrancher le ventilateur et on va voir si l'avion en papier continue de voler. Pas mal ta métaphore. Vous doutez bien que ça ne marche pas particulièrement bien. En 2019, début 2019, on est même à Noël 2018. Là, les banquiers centraux commencent à flipper, les indices boursiers chutent, les cryptos, à ce moment-là, sont au tapis. Et la Fed, la Réserve fédérale américaine, toujours va faire un volte-face. Elle va annoncer qu'elle n'augmentera pas ses... Regardez, c'est une carotte. C'est une carotte. Qui nous parle de carotte? Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre en direct. C'est les aléas du direct. Oui, voilà, du direct. Mais tu peux continuer, Nico, pardon. 2019, la Fed, elle fait un peu face. Elle n'augmente pas ses taux d'intérêt, elle continue son quantitative easing, les marchés apprécient, les indices boursiers vont sur des records et les cryptos remontent. Se stabilisent, dirons-nous. 2020, il y a le choc du Covid. Là, je ne vous apprends rien. Tout se casse la figure. Les cryptos se cassent la figure, les actions se cassent la figure, tout part à volo parce qu'on se dit la planète va s'arrêter, c'est la fin du monde. Et là, en fait, c'est un 2008 bis.
En 2008, on a sauvé le monde en sauvant les banques avec 2000 milliards de dollars. Et à l'époque, c'était du jamais vu. En 2020, on a injecté 15 000 milliards de dollars, soit 5 fois le PIB français, mais fois aussi pratiquement 10 fois la capitalisation boursière des crypto-monnaies. L'argent, il a été aux entreprises, il a été au marché boursier, mais pour la première fois dans l'histoire, il a été aussi aux particuliers. Les États, la France a donné de l'argent aux gens pour pas qu'ils aillent travailler. Les États-Unis ont envoyé des chèques à la population. Et à ce moment-là, pour la première fois de l'histoire, alors que l'Internet s'est développé, alors que tout le monde a un smartphone, alors qu'il y a des courtiers de partout, les gens, ils ont du temps, de l'argent et ils sont enfermés chez eux. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la bourse. Ouais. Donc là, il y a tout le monde qui arrive. Je dirais que c'est la deuxième grosse vague d'adoption massive sur les cryptos. Et il y a aussi à ce moment-là un élan énorme sur les actions. Et donc 2020, tout repart. Les On l'a vu, je te coupe parce que pour remettre un peu de contexte, Robinhood à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, c'est eux qui avaient justement largement profité du Covid, justement, et le fait que les particuliers réinvestissent la bourse. Donc en fait, c'était le cas, je pense, sur les marchés financiers traditionnels et la crypto. Et la crypto, parce que les gens étaient à la recherche de volatilité, parce qu'à ce moment-là, les cryptos allaient plus vite, parce que ça attirait aussi tous les gens qui étaient un peu anti-establishment, anti-système, qui ne voulaient pas forcément acheter du Total ou du Vinci. Et il y avait un appât du gain, il y avait une volonté de se diversifier. Voilà. Et donc, tout ça, et puis après, comme tu disais, c'est que les gens, en fait, fallait qu'ils s'occupent aussi. Ouais. Simplement. Donc, imaginez-vous, hein, on a un marché action qui fait 100 000 milliards, on avait des cryptos, ça faisait à peine 500 millions de capitalisation à ce moment-là, et là, on injecte 15 000 milliards et on donne de l'argent à tout le monde. Donc, forcément, ça a ruisselé, forcément, ça s'est investi, et c'est ce qui a permis à ce moment-là au Bitcoin de passer de 10 000 $ à 60 000 $, de faire x6, et la capitalisation boursière totale des cryptos à ce moment-là a dépassé les 2 000 milliards de dollars, je crois, ou 3 000 peut-être. Vous comprendrez que c'est au niveau des chiffres, bon, c'est pas évident de se souvenir de tous les chiffres à toutes les périodes. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 2022? C'est plus proche de nous. En 2022, c'est un 2018 bis. C'est pour ça que je vous ai expliqué 2018 d'abord. À ce moment-là, les banques centrales disent « Attention, la machine économique va très fort. Il y a des risques d'inflation. Il y a des risques de hausse des prix. Donc, nous allons monter les taux d'intérêt. » Je vous rappelle qu'en fait, les cycles économiques, ça fonctionne comme ça. Tout va très bien dans le meilleur des mondes, et puis la machine économique, à un moment donné, surchauffe. Ça crée de l'inflation dans les prix, ça crée de l'inflation dans les salaires, ça devient problématique pour les entreprises. Et à ce moment-là, les banquiers centraux se disent « Bon, on va réguler l'inflation », qui est quand même, en fait, leur principe de base. C'est leur travail de réguler l'inflation. Et donc, à ce moment-là, ils vont monter les taux d'intérêt. Monter les taux d'intérêt va permettre de faire ralentir la machine économique, que les choses se calment. L'exemple est simple, c'est l'immobilier. Vous avez des taux d'intérêt très bas, vous vous intéressez à l'immobilier, vous achetez. Si les taux d'intérêt sont à 5% comme actuellement, ça veut dire que sur un bien à 200 000 €, vous allez payer 150 000 € d'intérêt. Là, forcément, vous vous mettez à réfléchir. Eh bien, c'est un peu la même chose avec les entreprises. Si l'argent est plus cher, elles vont moins investir, elles vont moins embaucher de gens. Et pour les particuliers, c'est la même chose. Si les prix deviennent plus élevés, ils vont moins consommer. Donc, tout ça, le fait de monter les taux d'intérêt, ça fait ralentir la machine économique, et c'est censé être comme une soupape, et c'est censé un peu pressuriser l'économie, le marché du travail, le dynamisme des entreprises, le dynamisme du marché immobilier, qu'on ait des prix qui redeviennent un petit peu plus normaux et que tout rentre dans l'ordre. Le problème, si vous voulez, c'est que depuis 30 ans, à chaque fois qu'on a voulu ralentir la machine économique, faire retomber l'inflation, qu'on a monté les taux d'intérêt, on les a montés vite. Or, on a choqué l'économie, on a fait exploser le chômage et on a engendré des récessions. Et qui dit récession dit moins de bénéfices pour les entreprises, baisse des bourses, les gens vont sur les actions défensives, sur les monnaies défensives, ils sortent des actifs risqués, ils sortent des actions et ils sortent donc théoriquement, potentiellement, des cryptos.
Alors, c'est une discussion qu'on avait eue ensemble, hein. L'inflation, bien évidemment, n'est pas venue de la guerre en Ukraine. Elle était déjà largement là quand il y a eu ce choc de la guerre en Ukraine, mais pas de bol pour les banquiers centraux. En fait, c'est venu balancer un jerrycan d'essence sur un feu qui était déjà en train de brûler. Donc, en fait, l'inflation, elle venait des ruptures d'approvisionnement. Les gens voulaient acheter des machines en Chine, mais les machines ne pouvaient pas être livrées. Donc, ils étaient prêts à mettre 3 fois le prix, mais même en mettant 3 fois le prix, ils ne les avaient pas. Les particuliers, eux, ils avaient de l'argent, ils avaient envie de le dépenser. Il y avait un excès d'argent disponible, en plus, qui avait été mis de côté pendant le Covid. Et tout ça, en fait, ça a fait monter les prix très fort, ça a engendré de l'inflation. Et par-dessus ça, vous avez la guerre en Ukraine qui arrive, qui fait s'envoler les matières premières agricoles, le blé, le pétrole. Et tout ça fait que l'inflation a été plus haut que ce qu'espéraient les banquiers centraux, pratiquement 10% aux États-Unis, 7-8% en Europe, presque 10% en Allemagne, 10-12% même en Angleterre. Eux, ils ont bien ramassé. Et donc voilà, en 2022, les banques centrales sont contraintes de dire on va monter les taux d'intérêt, ça va faire pression sur les bourses. En plus, il y avait un climat de guerre, donc il y a de l'aversion au risque, il y avait les craintes sur l'inflation, le fait qu'elle reste. Et encore en août et septembre dernier, Jérôme Powell, président de la Fed, et les autres banques centrales disaient pareil, les banquiers centraux disaient nous allons garder les taux relativement élevés, relativement longtemps, pour pouvoir juguler l'inflation et la faire redescendre vers les 2-3%. Et c'est à ce moment-là, fin 2022, en septembre-octobre, on atteint un paroxysme de pessimisme, de peur. Et sur les cryptos, en plus, à ce moment-là, il y avait différentes affaires. C'est sorti quand déjà, FTX? Je ne me rappelle plus de la date. FTX, c'est sorti début novembre, on s'en rappelle. Ça, c'était début novembre 2022, début novembre 2022. 2022. Ouais, donc c'est ça. On est sur le point bas du marché action, on est sur le point bas des cryptos. En plus, à ce moment-là, il y a l'affaire FTX, donc ça finit d'achever tout le monde. Le Bitcoin descend à 15 000 $, les indices boursiers avaient perdu 20%, les boîtes de la tech s'étaient fait bien marteler, hein. On parle quand même de baisse sur Google, Amazon, Apple de 15, 20, 25, 30%. Le Nasdaq qui a perdu 30%. On aurait dit que les boîtes de croissance américaines étaient comme des altcoins sur les cryptos et certaines boîtes avaient perdu 70, 80, 90%. Bon, ça nous amène fin 2022. Pourquoi je vous parle d'excès de pessimisme? Parce que, en fait, dans les marchés boursiers, quand il y a de l'euphorie, on se casse la figure, et quand il y a du pessimisme, généralement, c'est de là que naît le rebond. C'est John Templeton qui disait « Les marchés haussiers naissent dans le scepticisme, se développent dans l'optimisme, meurent dans l'euphorie. » Et ils naissent dans la peur. Voilà. Donc, fin 2022, il y a de la peur, plus personne ne veut acheter du Bitcoin sous les 20 000, plus personne ne veut acheter de la tech, et à ce moment-là, l'inflation retombe, les banques centrales avaient déjà bien monté les taux d'intérêt, le pire semble derrière nous, les analystes financiers, boursiers, autres se disent en fait, on s'attend à une récession forte, mais peut-être qu'elle ne sera pas si forte que ça. Parce que les opérateurs anticipent que les taux d'intérêt vont rebaisser, eh bien le dollar se calme. Et étant donné que l'or, les actions américaines, les cryptos sont dénominés en dollars, qui dit baisse du dollar, dit remontée globale de tous ces actifs-là. Donc tout le monde se remet à être positif, à se dire qu'il ne va pas y avoir de récession, que l'économie américaine va atterrir en douceur, que l'économie européenne est dans une petite récessionnette, mais que ça va aller, et qu'en Chine, on ne va pas faire 5,5 de croissance, on va faire que 4,5%, mais c'est correct. Du coup, on a un scénario où on a une inflation qui baisse, où on espère que les taux vont baisser, et où les opérateurs se disent qu'ils vont pouvoir retourner sur le risque. Et donc, c'est pour ça que l'année 2023, on a une année de hausse des bourses, de hausse des cryptos. Et je dirais que sur la partie, la deuxième partie de l'année, c'est surtout en fait les flux qui sont allés vers la tech, l'intelligence artificielle et les cryptos. Et je dirais que les opérateurs, en fait, essayent d'avoir un mix comme ça dans leur portefeuille. Un peu d'intelligence artificielle, un peu de crypto, un peu de tech. On ne sait pas qu'est-ce qui va prendre le pas sur quoi, on ne sait pas qu'est-ce qui va fusionner avec quoi, mais
les opérateurs, globalement, avaient envie d'avoir ça. Et c'est pour ça qu'on a eu un Nasdaq qui a pris 50% dans l'année et qu'on a eu un Bitcoin qui a rebondi de 150% dans l'année. Parce que ça, excuse-moi, je rebondis par rapport à ça, parce que finalement, tu m'as un peu devancé sur la question suivante, qui était justement quels étaient les événements marquants de 2023. Donc là, on a bien compris tes explications, d'ailleurs, merci, parce qu'elles sont extrêmement simples et claires. Et je pense que pour l'audience, c'est toujours important d'avoir ce type d'explication. Moi, j'aimerais quand même revenir un peu plus spécifiquement sur 2023. Donc, tu as parlé des taux d'intérêt, mais je pense quand même qu'il y a eu d'autres facteurs explicatifs de l'augmentation du prix. Alors, je vais te donner un indice, c'est 3 lettres, c'est ETF. En tout cas, je parle spécifiquement sur Bitcoin, où évidemment, en tout cas, nous, notre conviction chez Stack Inside, c'est que, évidemment, que l'augmentation du prix a été expliquée en partie par le fait que les gestionnaires d'actifs, les gros instituts, anticipaient évidemment, finalement, l'adoption et l'acceptation justement de l'ETF par la SEC, et que du coup, ils commençaient à accumuler du Bitcoin pour avoir évidemment des Bitcoins en contrepartie, enfin dans leur coffre, qui pour nous en tout cas explique une première partie, enfin en tout cas une partie de la hausse de 2023 du Bitcoin. Je sais pas quel est toi ton avis là-dessus, mais en tout cas nous c'est un petit peu notre conviction. Tu comprends bien que j'ai été contraint de passer sur 2023 vu que je vous ai fait une rétrospective de 15 ans. D'ailleurs, j'espère le public que j'ai pas été trop long, mais voilà, j'avais Non, mais c'est pas vraiment utile d'un point de vue pédagogique, je pense c'est très utile de remettre dans le cycle. Ces phénomènes de masse monétaire, de liquidité, plus il y a de l'argent, plus il y a de l'argent en circulation, plus la masse monétaire continue de croître, plus les banques centrales continuent d'avoir des bilans qui grossissent, et bien plus on a des marchés qui sont soutenus et donc de l'argent qui vient dans les crypto-monnaies. Alors, ce qu'il y a, c'est que tu traites de deux sujets en un, c'est-à-dire que est-ce que les pros sont venus en anticipation de l'avènement des ETF, ou est-ce que les pros sont venus tout simplement parce que ETF ou pas ETF, ils avaient envie d'en détenir? C'est vrai. Moi, je pense que les pros, ils sont en panne des ETF, mais que sachant que l'ETF permettrait une adoption massive des particuliers à échelle planétaire, il y avait un coup à jouer et que ça allait être en tous les cas un soutien majeur si c'était validé, et donc un trade à faire en quelque sorte. On sait qu'il peut y avoir un ETF, si l'ETF sort, il y a adoption massive, donc il y a du volume, donc il y a des entrées, de la liquidité, donc hausse des prix. Donc on va anticiper ça et on va en accumuler. Alors, j'entends ton point là-dessus, mais par exemple, pour prendre l'exemple de BlackRock et de Larry Fink, est-ce que tu ne crois pas que lui-même et ses équipes ont acheté du Bitcoin? Je parle vraiment du côté structuration du produit ETF, où en fait, ils doivent avoir du Bitcoin dans leur coffre, l'ETF spot. Tu vois, c'est ça dont je parle. C'est probable, mais on parle de sommes pour l'instant qui sont de centaines de millions, tu vois, pas de milliards ou de dizaines de milliards. Ok, donc toi, tu crois que c'est principalement les anticipations de mass adoption liées au fait que l'ETF sorte qui ont contribué à l'augmentation du prix, et pas aux acteurs eux-mêmes qui en ont acheté massivement pour en avoir en réserve. C'est indissociable, si tu veux. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Pour moi, il y a 3 phases dans l'année, si tu veux. La première phase, c'est janvier à mi-avril. Pourquoi est-ce que le Bitcoin rebondit à ce moment-là? Parce que l'ensemble des marchés rebondissent à ce moment-là. Et aussi parce que, phénomène assez intéressant et notable sur les crypto-monnaies, c'est qu'il y avait déjà eu historiquement 3 baisses du Bitcoin entre 84 et 86% sur les 10 dernières années. Et lorsque le Bitcoin a atteint les 15-16 000 $, fin 2022, il avait baissé de 85%. Donc, pour tous ceux qui partaient du principe que le Bitcoin est cyclique, que dans 5 ans, 10 ans, il sera plus haut, que c'est un actif volatile, que quand une bourse perd 30%, le Bitcoin, lui, peut en perdre 85%, et que c'est une opportunité d'achat majeure, je pense qu'à un moment donné, toutes les mauvaises nouvelles étaient tombées et le rebond s'est fait d'une simple sortie du pessimisme. On s'est dit, ah, c'est pas la fin des cryptos, ah bah donc, il faudrait peut-être en avoir un peu. Donc ça, c'était la première partie de l'année. Ensuite,
phénomène intéressant, c'est qu'à partir du mois de juin, juillet, les marchés ont été plutôt topiches et ont corrigé assez fortement sur certaines places. Mais sur les cryptos, je trouve que ça a été vachement contenu. Et si on regarde, en fait, entre juin et octobre, on n'a pas vraiment bougé, hein. On a oscillé entre 25 et 30. On était à 28 000 en moyenne. Et là, je pense effectivement que ce soit les émetteurs de ETF qui devaient créer leurs produits, qui devaient en accumuler, ou tous les pros qui voulaient en proposer à leurs clients, ou aussi, tu sais, parce que vous êtes et c'est ce que j'adore chez vous, c'est vous prenez le DCA, le dollar cost averaging, le fait d'acheter tous les mois. Et je suis un des plus gros défendeurs du DCA en France, je pense. Mais tu vois, pour faire un petit parallèle, voilà, moi je travaille pour un courtier européen très connu, Trade Republic, et depuis quelques mois, il propose des ETC sur le Bitcoin. Donc ça aussi, ça a été des volumes entrants de personnes qui se sont dit, bon, bah, en fait, il y a des mouvements aussi, il y a des mouvements baissiers, il y a des cycles, il y a des hausses fortes, des baisses fortes. Je ne sais pas où va aller le prix, je vais en acheter tous les mois, quoi qu'il arrive. Bon, je pense qu'il y a eu ça aussi. Bien sûr. Alors après, du coup, par rapport aussi aux ETF, est-ce que tu crois que il y a eu d'autres facteurs explicatifs de l'augmentation du prix? Je parle peut-être, alors très naïvement, j'ai posé la question, est-ce que par exemple les innovations sur Bitcoin ont contribué à l'augmentation du prix, selon toi? Alors moi j'ai déjà une idée sur la question et je veux vraiment avoir ton avis. Est-ce que, encore une fois, je repose ma question, est-ce que les innovations sur Bitcoin et le protocole Bitcoin de cette année ont aussi peut-être été une partie de l'explication de l'augmentation du prix ou pas du tout, selon toi? C'est totalement décorrélé. Pas assez expert en la matière pour pouvoir te dire quelles ont été les optimisations du protocole et qui auraient pu engendrer une hausse des prix parce que augmentation de la vitesse de la sécurité ou autre. Ça, je ne peux pas te le dire. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? En gros, si tu veux, moi, ce que j'ai en tête, c'est qu'il y a eu pas mal d'innovations et si tu veux, Joss, tu pourras en parler, mais évidemment, il y a eu l'avènement des BRC20, d'Ordinals et compagnie. Moi, je pense que c'est totalement décorrélé, hein, honnêtement, et que justement, je suis plus de ton parti en disant que l'évolution du prix du Bitcoin est principalement liée aux politiques monétaires et aux flux financiers, en fait. Et aujourd'hui, est plutôt décorrélé des innovations propre à Bitcoin. Je sais pas si Just. Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais en fait, on n'a toujours pas répondu vraiment à la question, peut-être c'était un peu trop flou, de savoir quel était l'impact des ETF sur le prix, sachant que ça fait à peu près 1 an maintenant que BlackRock en parle et que c'est un sujet extrêmement chaud dans le secteur. Juste déjà pour résumer un peu pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'un ETF? Donc, c'est un produit financier qui permet de répliquer la performance d'un actif. Sachant que des ETF existent déjà, par exemple, au Canada ou en Suisse. Donc, c'est déjà des produits qui existent. Il y a le marché américain qui est un énorme marché, justement, financier. Et en fait, c'est pour ça que l'attention se pose sur ces ETF-là, parce que un ETF Bitcoin, en fait, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Il y a aussi énormément de produits financiers déjà qui existent aux États-Unis pour s'exposer à Bitcoin en tant qu'institutionnel. Donc, il y a par exemple les marchés futurs, où en fait, c'est deux parties qui vont... donc après, tu me corrigeras, Nicolas, si je me trompe, mais j'ai envie de vulgariser. Ce sont deux parties qui vont se mettre d'accord sur un prix futur du Bitcoin, un qui va à la hausse ou l'autre qui va à la baisse, et celui qui a raison empoche la différence de ce contrat. Mais à aucun moment, il y a des Bitcoins qui ont été mis en jeu, c'est juste un pari qui est finalisé en cash. À la différence d'un ETF qu'on appelle spot, donc c'est-à-dire que c'est du Bitcoin qui est dans un produit financier, donc qui a été, par exemple, dans le cas de l'ETF BlackRock, BlackRock devra avoir un Bitcoin qu'il conserve lui-même et que ce Bitcoin-là, il va le mettre en vente sous forme fractionnée dans ce qu'on appelle donc un ETF. Donc, il y aura une part d'un ETF, par exemple, une part d'un ETF représentera 0,1 Bitcoin. Et si tu veux acheter un ETF BlackRock Bitcoin, tu seras en possession d'une part de ce Bitcoin-là. Et donc, le BlackRock devra obligatoirement détenir ces Bitcoins-là pour les mettre en vente dans son ETF. Et juste pour finir sur les produits financiers accessibles aux États-Unis, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le GBTC, donc le GBTC, donc qui est un
un trust. Donc, c'est un peu comme un ETF, mais un peu différent dans les spécificités techniques. Mais dans ce cas-là, Grayscale doit acheter du Bitcoin qui refractionne et qui met ça à la vente dans un produit financier. Et là, ils prennent, je crois, 2% de frais. Là, c'est quand même assez énorme. Mais ils détiennent, je ne sais plus si c'est 600 ou 900 000 Bitcoins. Donc, Grayscale est un acteur qui propose un produit financier aux Américains pour qu'ils puissent investir pour leur retraite, par exemple, qui est un produit qui existe déjà. Et ils ont une quantité énorme déjà de Bitcoin. Donc, la question, pour revenir à la question du début d'il y a 10 minutes de Jonathan, c'est est-ce que BlackRock et d'autres acteurs financiers, étant donné qu'ils veulent mettre un produit, un ETF sur le marché assez rapidement, on a tout à penser qu'ils vont déjà commencer à accumuler du Bitcoin pour avoir déjà du Bitcoin en réserve pour proposer un ETF. Et il serait très stupide de proposer un ETF et d'attendre que l'ETF soit validé pour commencer à acheter du Bitcoin. Donc c'est ça un peu la question. Pour savoir ça veut dire que ça fait 1 an qu'ils en accumulent, voire 2. Parce que les ETF, ça ne se lance pas comme ça. L'ETF, ça prend du temps. Alors déjà, il fallait l'adoption d'un public semi-professionnel ou en tous les cas des gens qui avaient des gros sous pour pouvoir dire à ces gros acteurs, BlackRock, Vanguard et autres émetteurs d'ETF, les gars, on en veut. En fait, c'est parce qu'il y avait tellement de gens qui voulaient du Bitcoin dans leur portefeuille qu'il y a eu enfin cet amendement des ETF. Et évidemment, s'ils veulent monter des ETF, ils doivent les détenir. Donc, ils en ont acheté depuis 1 an. Après, c'est les sommes où je suis incapable de dire s'ils en ont acheté un peu, beaucoup, passionnément. Et ce qui est aussi très intéressant de voir, c'est que le discours de leur patron, donc Larry Fink, le patron de BlackRock, qui il y a encore quelques années était extrêmement contre le Bitcoin et qui maintenant a un langage qui est quand même, un discours qui est quand même beaucoup plus en faveur de Bitcoin. Et d'ailleurs, par rapport à ça, et moi je te coupe, Just, et c'est vrai que quand tu vois donc les acteurs américains clairement ont changé de braquet et maintenant sont clairement bullish, mais finalement les acteurs européens, et je pense au premier d'entre eux qui est Amundi, justement en fait sont plutôt silencieux sur le sujet. D'ailleurs, alors après, c'est vrai que cette question n'était pas forcément prévue, mais pourquoi tu penses que finalement c'est réservé aux Américains et que c'est que les Américains qui officiellement prennent position sur Bitcoin de manière très positive, et pourquoi les Européens finalement, les gestionnaires d'actifs européens sont un peu plus discrets? Et un peu le concept Europe et États-Unis. Les États-Unis ont toujours 5-10 ans d'avance. Ils sont plus rapides à faire des plans d'injection. Ils sont plus rapides à lancer leur économie. Ils sont meilleurs sur la tech. La tech aujourd'hui, t'imagines que 65% de la bourse planétaire, c'est les actions américaines. Ouais, c'est ouf. Et ça aussi Ils sont en train de prendre le lead sur toute la tech. Ils ont toutes les GAFAM. Ils se doutent bien qu'à un moment donné, tu vas pouvoir échanger ou payer des influenceurs ou des contenus ou des abonnements en crypto sur du Facebook, du Twitter et autres plateformes. Si tu allies les deux, ça, je pense que c'est la vague d'adoption massive post-ETF. Oui. C'est pour ça que ça fait bizarre aux gens quand on leur dit qu'ils sont encore early à l'heure actuelle. Early, ça veut dire en avance. Mais en fait, il faut imaginer, et pour revenir à ta question sur l'ETF, il faut imaginer que il y a 50 000 traders en France sur les produits CFD, les produits futurs, etc. Mais il y a 5 millions d'investisseurs. Alors oui, on a 50 000 traders qui ont trouvé des moyens d'ouvrir des comptes, parfois chez Binance, chez CoinHouse, chez StakingSat. Enfin, pour tous ceux qui veulent faire du trading, ils vont sur des plateformes parfois un peu à l'étranger pour pas avoir de KYC, des choses pas très nettes. Et ils tradaient les cryptos. Ensuite, on a eu les actions qui suivaient un peu les cryptos, les marathons, les micro-stratégies, des choses comme ça. Mais ça, c'était pas pratique non plus. Ça voulait dire acheter des actions américaines sur compte titre. C'est pas réservé à la globalité. C'est réservé qu'aux gens qui connaissent bien la bourse. Les ETF, aujourd'hui, ça devient un marché énorme. En fait, il y a de moins en moins de traders qui font de la bourse active, et de moins en moins de géants d'ailleurs, et de plus en plus de gestion passive. Et les ETF, c'est le meilleur moyen de faire de la gestion passive, parce que les ETF,
On achète souvent des ETF sur des thématiques. Par exemple, je veux acheter un ETF sur l'eau, donc j'aurai une vingtaine de sociétés dans l'eau. Ou bien je veux acheter un ETF sur la bourse américaine, et ben ça va me faire un panier du S&P 500 avec 500 actions et ça va me faire une moyenne. C'est un outil pratique de pouvoir s'adosser à un actif ou à un palier d'actifs ou à un indice. Et donc, le fait d'avoir des ETF émis par les plus gros émetteurs d'ETF de la planète va permettre la fameuse adoption massive parce que tous ceux qui veulent avoir du Bitcoin en portefeuille pourront aisément en avoir avec un ETF. Et ça me permet d'ailleurs une très bonne transition sur 2024, parce que d'ailleurs c'était assez chirurgical, parce qu'on voit que Bitcoin hier a pris, je ne sais plus, je crois 8 ou 9%, si je dis pas de bêtises, et aujourd'hui qui a reperdu à peu près la même chose, si je dis pas de bêtises. Et encore une fois sur des rumeurs d'ETF, donc je ne sais pas si tu veux rapidement en parler, et puis surtout aussi nous donner un peu toi ta vision de l'évolution du Bitcoin sur 2024 et quels peuvent être justement les moteurs et les facteurs explicatifs d'une hausse ou d'une baisse du Bitcoin en 2024. Alors, on entre dans une partie prospective, potentielle, analytique, spéculative, et que tous ceux qui nous entendent retiennent bien ce que je vais dire. Les analystes comme moi se plantent en permanence. Les traders et les investisseurs aussi. C'est très important de se planter, fait partie du jeu. Mais pour vous donner un exemple, tous les ans à Wall Street, ils font des prévisions sur le S&P 500. Tous les ans, ils sont haussiers. Depuis 20 ans qu'on a la data. En 2022, fin 2022, pour l'année 2023, le consensus des analystes de Wall Street était négatif sur les indices. Le Nasdaq a pris 50%. Cette année, tous les analystes sont positifs. Donc, si on se prenait moins 15, je ne serais pas étonné. Il faut savoir que on est un peu à la croisée des chemins. On a un Nasdaq qui est sur ses plus hauts historiques, un CAC qui est sur ses plus hauts historiques, un Or qui est sur ses plus hauts historiques et un Bitcoin qui est sur un niveau de résistance 45 000, 50 000 qui est assez important. À la question, à la sortie de l'ETF, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser? Moi, je pense que ça pourrait monter puis baisser ou l'inverse. Il y a un phénomène qui s'appelle Buy the rumor, sell the news. C'est-à-dire que on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Pendant une semaine, les opérateurs vont spéculer sur, par exemple, un bon chiffre de l'emploi aux États-Unis. On va monter du lundi au vendredi. Et puis le vendredi, le chiffre sort, il est meilleur qu'attendu. Et puis là, la bourse baisse. Et on se dit, comment ça se fait que ça baisse alors que le chiffre est bon? Oui, mais les mecs, ça fait 5 jours qu'ils en achètent pour jouer cette bonne statistique. Donc au moment où cette statistique sort et qu'elle est bonne, on prend nos gardes parce qu'on c'est vendredi et qu'on est content. Sur le buy the rumor, sell the news sur le Bitcoin, c'est exactement les mêmes choses. Les mecs, ils en ont acheté à 25 000, à 28 000, à 32 000, à 38 000, à 40 000. La news sort. Là, d'un coup, on a les derniers arrivants, les derniers petits gogos qui vont se dire « Ah, j'en ai pas, ça va tout droit à l'ATH, il faut absolument que j'en ai en portefeuille. » Ils achètent. On fait une mèche de 5-10 000 $. Donc, il est très probable qu'on fasse un 47 ou 50 000 $. Mais que le soir même, on soit à 40. Ou bien même que la news sorte et puis qu'on aille un peu en haut, un peu en bas, qu'il y ait de la volatilité, mais que ça n'engendre pas grand-chose parce qu'en fait, il n'y a aucune nouveauté. On le sait tous. Toi, moi, le voisin, limite la boulangère. Là, j'ai un pote qui m'a envoyé cet après-midi un article dans le journal de la Lorraine, un truc, mais le fin fond du village. Ça disait le Bitcoin de retour sur les 45 000 $ avec l'ETF qui va arriver. J'ai fait, d'ailleurs, alors après, effectivement, je ne vais pas citer le journal dont tu parles, mais un journal un peu plus connu qui s'appelle Les Échos a fait sa une sur Bitcoin quand même. Donc, alors je sais même pas ce que ça signifie, si c'est plutôt quelque chose de positif ou négatif, si les médias, on va dire, plus mainstream en parlent comme ça. Mais c'est vrai qu'on a la fameuse anecdote du chauffeur de taxi, que lorsqu'il te parle d'un actif ou d'un investissement, que c'est exactement strictement l'inverse qu'il faut faire. En fait, c'est négatif à court terme, parce que ça veut dire que tout le monde en parle et tout le monde le sait. Et généralement, les gros sont rentrés depuis longtemps et c'est les petits derniers qui vont rentrer, qui vont se faire avoir tout en haut. Mais c'est positif à long terme, parce que ça veut dire que les médias en reparlent, qu'on ne le voit plus d'un mauvais œil,
qu'on comprend maintenant qu'il y a des pros qui sont en train de rentrer dedans, qu'il y a une professionnalisation. Alors, permettez-moi quand même de dire que c'est une bonne et une mauvaise chose, par contre. Pour moi, Bitcoin, qui représente la crypto, a été vérolé par la finance traditionnelle. Il y a un mec sur Twitter l'autre jour qui dit « Ouais, vous les mecs de la TradFi, donc la finance traditionnelle, vous préférez trader sur les actions, nanana, moi je trade les cryptos pour la volate. » Je lui ai balancé un graphique, c'est Solana sur 3 ans, copier-coller du Nasdaq. Corrélation parfaite. C'est vrai. Le Nasdaq monte, Solana monte, le Nasdaq baisse, Solana baisse. Il y a une corrélation parfaite, Solana, Bitcoin, Ethereum, si on les prend, qu'on les juxtapose plus ou moins en graphique, en points sur 2-3 ans, on voit qu'il y a une corrélation qui reste énorme. Donc, quand il y a de la confiance sur les marchés financiers, on cherche du risque, on va sur les actions et on prend un peu de crypto, et inversement. Et ça, c'est un peu gênant, si je puis dire, puisque ça veut dire que pour l'instant, le sort haussier ou baissier des cryptos dépend du sort des marchés actions. Voilà. Et donc, du coup, je reviens à ma question pour 2024, Nicolas. Finalement, quels sont les facteurs explicatifs au-delà, parce que là, je pense qu'on a quand même pas mal parlé de l'ETF. Comment tu vois justement l'évolution des marchés de manière plus générale, même si tu as dit que tous les analystes du S&P prévoyaient une hausse. Quel est toi ton sentiment en tant qu'analyste, même si tu vas probablement te planter? Quel est ton sentiment, toi, sur l'évolution, sur les facteurs explicatifs, sur la récession potentielle, sur tous ces facteurs explicatifs potentiels de l'évolution des marchés? Ouais. Alors, ce que je vous disais juste avant, donc, c'est qu'on est à la croisée des chemins, puisqu'on a l'ordre sur ses plus historiques, le CAC sur ses plus historiques, le Nasdaq sur ses plus historiques, et c'est un peu dommage. On s'attendrait à ce que le Bitcoin, très fort et rapide et spéculatif, soit lui aussi sur ses plus historiques, et malheureusement, il est encore à 55-60%. Alors, j'avais envie de le raconter, mais c'est pas facile à raconter parce qu'on n'est pas audio pour ceux qui regarderont a posteriori, mais je vous invite. Là, je vais pas parler, je vais parler des banques centrales après, mais je vous invite à ouvrir un graphique et à regarder ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux le mettre déjà dans le chat et puis nous, on le mettra en commentaire sur les plateformes de podcast? Alors, je vais te l'envoyer. Là, il n'est pas très propre, il y a marqué bull et bear market de partout, mais en fait, le constat, c'est quoi? C'est qu'après un bear market, on a généralement un rebond. Il va retracer 61,8%. Pourquoi c'est un chiffre aussi précis? C'est parce qu'on appelle ça les retracements de Fibonacci. C'est des retracements qu'on utilise en bourse sur les graphiques. Le Bitcoin a fait la même chose dans le cycle de 2016, dans le cycle de 2019, et il est en train plus ou moins de faire la même chose. C'est-à-dire que on a un bull market, on a une chute du marché crypto pendant 2 ans, parfois 3. On a un rebond puissant de 61,8%. Et les 61,8%, désormais, ils sont à 48 000, 50 000 $. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après avoir atteint ce chiffre? Généralement, il y a une correction du Bitcoin de 30 à 40%. Et ensuite, il y a le début du bull run, le vrai. En fait, est-ce que ça va se passer en 2024 ou là, du coup, ce que tu viens de dire, ça peut s'étaler sur 2025 aussi? Alors, ça voudrait dire que avant ou après Pump, suite au lancement de l'ETF, on pourrait connaître un premier semestre compliqué sur le marché actions, sur le marché des cryptos, avant un deuxième semestre positif. Et ça rime aussi avec le cycle présidentiel. On suit beaucoup, quand on regarde le marché actions, la saisonnalité du cycle présidentiel aux États-Unis. La 3e année d'un cycle présidentiel aux États-Unis, on monte 6 mois, on fait une pause de 2 mois, on monte en fin d'année. C'est exactement ce qu'on a fait cette année. Et en année 4 du cycle présidentiel, c'est-à-dire lors de l'année des élections, qui est l'année 2024, généralement, le premier semestre est dégueulasse et le deuxième semestre est super bullish. Parce que
au premier semestre, il y a de l'indécision et au deuxième semestre, on commence à spéculer sur les plans budgétaires des différents candidats. Et une fois que l'élection est passée, l'incertitude part et donc les marchés peuvent reprendre leur vie habituelle. Et donc, ça colle. Je t'ai donné un aspect technique où on arrivait sous résistance. Je viens de te donner un aspect saisonnalité où le premier semestre de l'année des élections américaines est un peu dégueu. En plus, on associe ça au fait qu'on est sur des résistances sur tous les actifs risqués. Et en plus de ça, je viens te compléter cette analyse graphique de sentiment et de saisonnalité par la macroéconomie. En 2022, tout le monde flippait qu'on ait une récession en 2023 qu'on n'a pas eu. Mais pour moi, on l'a repoussée. C'est-à-dire qu'en 2023, aux États-Unis, les chiffres de la consommation des Américains, ce qui compte énormément pour maintenir la croissance et les résultats des entreprises et les bénéfices des entreprises américaines, c'est que les Américains consomment. Or, on pensait que la consommation allait se calmer aux États-Unis, elle a continué fortement. Mais pourquoi elle a continué? Parce qu'ils ont cramé leur carte de crédit. Ils ont fait skyrocket, exploser les dépenses sur des crédits revolving avec des taux qui avaient atteint des plus hauts de 30 ans, à 20% de remboursement sur les cartes de crédit, les revolving et tout ça. Donc, il faut imaginer qu'en fait, 2023, en Europe, on a commencé à plonger en récession. En Chine, ça a ralenti très nettement. Et la seule chose qui a fait l'économie mondiale s'est tenue et que tout le monde s'est dit que ça allait bien se passer dans le meilleur des mondes, c'est que la consommation aux États-Unis s'est tenue. Mais elle s'est tenue, c'est un faux semblant, c'est un miroir aux alouettes, c'est un gain de temps temporaire qu'ils ont acheté à coup de carte de crédit. Et donc, je pense que le premier semestre 2024, on va commencer à voir ce ralentissement continuer en Chine et en Europe et se faire aux États-Unis. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir de l'aversion au risque, on peut avoir des baisses des bourses, donc des baisses des cryptos, des prises de bénéfices d'un peu partout, surtout vu les hausses stratosphériques qu'on a eues depuis un an. Et donc, si demain, je te dis, voilà, je ne sais pas si le Bitcoin va monter à 45 ou 50 000 si l'ETF sort, je ne sais pas si l'ETF va être validé ou pas, mais ce que j'entrevois, c'est que je ne serais pas du tout étonné si on se téléporte là dans un an et tu me dis, ouais, Nico, le Bitcoin, il est repassé par 25-30 000. Et ensuite, il a repris sa course. Et je serais absolument pas étonné. Ok, alors, et du coup, dans la continuité de ma question précédente, sur justement ce fameux, ce fameux, j'allais dire ciseau, pas du tout, mais en tout cas, cette montée probable du Bitcoin post-rechute, recorrection, qui arriverait du coup en 2024 ou en 2025. Mais les autres facteurs explicatifs, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, serait aussi le halving, le fameux halving dont tout le monde parle. Ouais. Est-ce que du coup, du fait que ta théorie, en tout cas les anticipations que tu as sur la macroéconomie, sur le premier semestre de 2024, va coïncider finalement avec l'arrivée du halving? Donc du coup, il peut y avoir aussi une forme de décorrélation peut-être à ce moment-là. Quelle est toi ta vision par rapport à ça? On suit les cycles du Bitcoin depuis 4 ans. On sait très bien que l'année d'avant, le halving est volatile. On sait qu'à partir du halving, en théorie, il y a une relance du mouvement haussier. Le halving est quand? En avril? Avril, ouais. Avril, c'est prévu pour le 18 ou le 20 avril. Dans le meilleur des mondes, en fait, les 3 premiers mois de l'année sont dégueulasses. Les indices perdent 10%, le Bitcoin perd 1%, on fait des points bas. Derrière, les banques centrales baissent les taux, le halving se fait et tous les marchés repartent. Allez, donc là, du coup, c'était une prévision, ça, Nico, du coup. Non, mais ça, c'est le... On va pouvoir te Dans le meilleur des challenger. mondes. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Ok, non, en tout cas, merci de la prise de risque de donner des prévisions, parce que c'est toujours très compliqué. En fait, ce qu'il faut que nos auditeurs comprennent, c'est que moi, un marché qui monte ou qui baisse, j'en ai rien à faire. Et ce que je veux savoir, c'est moi, qu'est-ce que je fais à quel prix? Je sais que si le Bitcoin pousse au-dessus de 50 000, je vais prendre des bénéfices, voire je vais peut-être chercher des signaux baissiers. Je sais que si le Bitcoin revient vers 30 000 et dessous, j'en accumule.
Donc moi, j'en ai rien à balancer, qui monte d'abord ou qui baisse d'abord ou qui monte pour baisser, tout ça. Bien sûr. Et en fait, Nico, je suis parfaitement d'accord avec toi et ce sera ma dernière question sur cette première partie d'interview, c'est justement quelle est toi ta vision du DCA, parce que finalement on y vient. Quel est toi ton regard sur cette stratégie d'investissement qui est évidemment très familière chez Stackinsat, et voilà, quelle est toi ta vision de cette stratégie d'investissement? Mais de toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai mis le lien pour ma newsletter dans notre chat de discussion sur nicolascherand.fr pour ceux qui écouteront a posteriori. Vous allez dans la rubrique articles et vous regardez les premiers articles. Et vous regardez le market timing n'existe pas ou bien je suis le pire investisseur au monde. Je suis le pire investisseur au monde, c'est un mec, il a acheté la veille de tous les cracks boursiers depuis 100 ans. C'est le pire du pire. Pire. Sauf que derrière, il a acheté tous les mois. Et bien, au bout de 13 à 15 ans, tu retrouves la moyenne de la performance de l'ensemble des investisseurs sur les 100 dernières années. Tu lisses en fait ton entrée dans les prix et donc que tu sois rentré en bas de cycle, en haut de cycle, avant, après, pendant, etc. Vu que tu as été régulier, que tu joues sur un actif qui est aussi à très long terme, tu vas parfois en acheter un peu haut, parfois un peu bas, parfois un peu haut. Mais c'est comme si on était revenu 4 ans en arrière et que tu me disais « Ah bah oui, mais là, il est un peu haut, il est à $5 000. » Bah oui, mais... plus tard, il est à 45 000, et peut-être que 10 ans plus tard, il sera à 200 000, tu vois, et on rigolera à ce moment-là de se dire, mais pourquoi j'ai pas rechargé à 45? Ah ouais, ça, c'est un grand classique. Alors que là, on se dit, ah, c'est cher à 45. L'autre article que j'ai fait, donc, c'est le market timing n'existe pas, ou existe-t-il? En fait, c'est la comparaison entre un acteur, un trader qui va rentrer au point bas, sortir au point haut et faire des super performances, et Jean-Michel DCA qui va acheter en DCA comme un teubé tous les mois. Et ben, il se trouve que sur 20 ans, 30 ans, l'écart de performance entre les deux, c'est peut-être 10% de la performance globale. Okay. Et quand tu sais qu'un trader qui passe ses journées devant, le mec, il est en vacances, il est sur son tel, il est au chiottes, il est sur son tel, il est toujours en train de regarder si ça monte, si ça baisse ses cryptos, comment il va optimiser, comment est-ce qu'il va entrer, machin. Jean-Michel DCA, il vit sa vie, il est tranquille. Et si tu commences à diviser cette surperformance d'argent, de gain par le nombre d'heures que tu auras perdu dans ta vie, tu tombes à un taux horaire où tu es moins payé que chez McDonald's. Donc, focalisez-vous sur vos vies perso, votre famille, votre bien-être, le fait de gagner un peu plus d'argent dans votre travail, plutôt que d'essayer d'optimiser votre prix d'entrée de 3% sur le Bitcoin. Ça me rappelle justement une de tes conférences à Surfin. Justement, si je dis pas de bêtises, est-ce que peut-être tu veux en dire un petit mot? Parce d'ailleurs, on pourra la remettre aussi en commentaire. Elle a été évidemment très appréciée. Et d'ailleurs, c'est une des vidéos les plus vues, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était une des plus vues. Ouais. C'était une vidéo qui s'appelait « Investir ou trader, il faut choisir ». Alors, moi, je vous la fais courte. Ça fait 15 ans que je travaille chez des courtiers. Chez les courtiers, on fait du trading, de l'effet de levier, des produits futurs, des cryptos ou autres. C'est entre 95 et 99% de perdants à long terme. Ce sont des véritables chiffres. Les courtiers CFD publient leurs chiffres sur les publicités qu'ils achètent dans les journaux. Donc, vous verrez par exemple IG Market, qui est le leader européen sur le CFD, dire 78,6% de nos clients ont perdu ce trimestre. Sauf que si vous avez 78% de perdants tous les trimestres, au bout de 2 ans, vous avez 98% de perdants. Donc, le trading, c'est un métier. Voilà. Moi, ça fait 15 ans que je fais de la bourse, je fais de l'investissement, j'ai pris part dans des sociétés. Ça fait réellement 5-6 ans que je suis à l'aise dans le trading, que j'arrive en moyenne à sortir de l'argent des marchés et à augmenter mon salaire et mon rendement annuel, si tu veux, en faisant du trading. Mais je suis devant H24. C'est un métier. Je me lève avec ça, je regarde le week-end, ma femme me gueule dessus et trouve que je ne gagne d'ailleurs pas assez d'argent en trading pour pouvoir justifier le temps passé. Oui, parce que le problème, quand tu es une femme chirurgien, c'est qu'elle gagne plus d'argent que toi. Donc, t'as beau te démener et faire une superbe année en trading, ça vaut quand même pas le coup.
de l'avoir fait. Euh, donc, tout ça pour dire que les traders perdent, les traders particuliers perdent, le trading est un métier et que toutes les statistiques montrent qu'à partir du moment où on investit sur une période de plus de 10 ans, le risque est complètement annihilé. On arrive même à l'extrême opposé, c'est-à-dire qu'au-dessus de 15 ans de détention du marché action, il y a 99% de gagnants. Donc on passe de 99% de perdants qui font du court terme à 99 gagnants qui font du très long terme. Ce qu'il faut, c'est un actif qui soit haussier, qui, comme les marchés actions font des cycles, fassent des points hauts et des points bas, mais que les points bas soient toujours de plus en plus hauts. Et c'est le cas de Bitcoin depuis 13 ans. Et si on croit que les banques centrales vont continuer de déverser de l'argent, qu'on va continuer de faire du quantitative easing, que les gens vont vouloir continuer de sortir du système bancaire. Ça, d'ailleurs, c'était une des choses positives de 2023. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Mars-avril, ça part en sucette sur les bancaires américaines et à ce moment-là, on a le Bitcoin qui s'envole. Oui, c'est vrai, on n'en a pas du Et tout donc, parlé, qui en a été fait, un énorme, un énorme à ce moment-là, j'ai trouvé que ça y est, il y avait peut-être enfin un changement d'état d'esprit où les opérateurs se disaient si la TradFi part en sucette, les cryptos peuvent être une classe d'actifs à part, voire même une porte de sortie, de diversification pour une partie de la liquidité. Et ça, j'ai trouvé ça ultra positif. Il faudrait que d'autres événements, si tu veux, dans l'avenir, se répètent pour, En tout cas, en tout cas, compenser Nico, cette je note que tu es notre meilleur ambassadeur quelque part parce que tu défends le DCA qu'on prône aussi avec Joss et Mathieu depuis le premier jour de Stacking Sat. Je rappelle que d'ailleurs, c'est notre anniversaire, encore une fois, nos 4 ans. Donc non, écoute, merci pour ça. Je pense que on a fait un premier tour très intéressant avec toi. Et je crois que Joss a une dernière question de conclusion, mais après, on va passer aux questions du public et des stackers. C'était juste pour revenir sur tes prédictions. Parce qu'en fait, si je récapitule un peu de ce dont on a discuté pour l'instant, tu as fait le constat qu'il y a une impression monétaire dévergondée à outrance qui drive un peu les marchés, donc avec le quantitative easing, donc les banques centrales donc impriment de l'argent, en distribuent à tout va. On a vu l'hélicoptère monnaie, donc pour la première fois mise en œuvre pendant le Covid. On a Bitcoin qui est né justement à la suite de la crise des subprimes où les banques centrales ont fait tout pour sauver les banques qui étaient too big to fail. Et aussi une part du quantitative easing, ce sont les banques centrales qui vont acheter sur les marchés financiers. Donc tu as une part de la performance du Nasdaq et de S&P et même du CAC 40, je suppose. Ils sont dus au fait que les banques centrales appuient sur un bouton, créent de l'argent magique et achètent des actions Airbus, de chez Apple ou tout ce genre de choses. Et c'est un peu ce que tu disais, c'est que le bitcoiner réalise ça, voit qu'on est dans un monde où l'argent n'a plus vraiment de valeur et la quantité de monnaie est un peu... la politique monétaire n'est pas vraiment prévisible et on est toujours... on n'est pas à l'abri que Christine Lagarde appuie sur un gros bouton pour créer des milliards et des milliards d'argent en une seconde, et que justement la raison d'être de Bitcoin, c'est d'avoir une politique monétaire prédéfinie avec une quantité limitée. Donc ça déjà, c'est vraiment ton premier point où en fait, toi, tu es un spéculateur de base, mais tu es venu sur Bitcoin parce que l'aspect volatile te plaisait, mais tu restes, et en tout cas, ce qui te plaît dans le Bitcoin aussi, c'est peut-être cette... propriété aux antipodes de la politique des banques centrales, quelque part, non? Totalement. Donc ça, c'est très cool. Donc, sachant que la bourse est hautement corrélée à l'impression monétaire, tu disais aussi que le marché crypto est corrélé à la bourse. Mais est-ce que le marché crypto n'est peut-être pas corrélé elle-même à l'impression monétaire et qu'en fait, le Bitcoin est donc corrélé quelque part à la quantité de monnaie qui est créée magiquement? Donc, ma question est, pour revenir un peu sur la question que tu avais, Jonathan, sur ta prédiction, est-ce que tu penses qu'on va continuer cette impression monétaire dévergondée ou est-ce que ça va ralentir ou est-ce qu'ils vont commencer à détruire de l'argent pour réduire la masse monétaire ou est-ce qu'on va au contraire rester sur une tendance à l'impression monétaire très, très, très importante? Je pense, alors très beau résumé de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure.
Et effectivement, tu as mis le doigt sur le fait qu'on ne peut pas imprimer des bitcoins et que cette caractéristique en fait quelque chose de très rare et de très intéressant. Euh, je pense que nous sommes dans un système où les banques centrales n'ont pas d'autre choix que de continuer l'impression monétaire dans les 10 années à venir. Il faudrait arrêter les impressions. Il faudrait garder les taux élevés, il faudrait engendrer des récessions extrêmement fortes, il faudrait que des entreprises fassent faillite, il faudrait qu'on ait un chômage qui monte à 15% et qu'on nettoie les excès de 15 ans d'injection à outrance qui ont fait qu'aujourd'hui, tu as un pourcentage des entreprises cotées en bourse. Le Russell 2000, c'est les small caps aux États-Unis. Le pourcentage d'entreprises zombies aux États-Unis est sur des records. Les entreprises zombies, c'est des entreprises qui ne gagnent pas d'argent. Donc, en fait, il faudrait épurer tout ce système-là. Il faudrait venir un peu tout foutre en l'air pour pouvoir ensuite repartir sur de bonnes bases et arrêter de faire de l'impression monétaire. Mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ça fait... Là, ils ont trouvé la formule. Il y a eu le Covid, on a arrêté la planète entière. Les mecs, ils ont vu qu'ils pouvaient payer des gens à rester chez eux et à dépenser et que la planète économique pouvait continuer de fonctionner. Là, on a un ralentissement économique. Soi-disant, la Banque centrale américaine devait réduire son bilan. Elle l'a réduit de peau de chagrin. La BCE a fait de même. Et en parallèle, le Japon et la Chine injectaient. Donc, en fait, quand tu prenais la liquidité mondiale, elle a continué de monter cette année. Tu vois, on pourrait se dire, les Américains, ils ont monté les taux d'intérêt, ils ont arrêté le quantitative easing, ils sont en train de réduire leur bilan. C'est quand même un environnement assez restrictif. Mais non, parce qu'en fait, il faut prendre à échelle planétaire. Et quand il y en a qui arrêtent de faire du quantitative easing, il y en a qui en font en retour et qui viennent compenser tout ça. Et tant que l'addition de toutes ceux qui retirent et ceux qui remettent au bon fait qu'on a une somme positive, eh ben on a de la liquidité, on a des marchés qui sont sous flot. Ok, donc, alors, juste te reposer une dernière question pour finaliser cet arc narratif, on va dire. Donc, alors attends, parce que ça me fait penser à un truc. Alors désolé, mais il faut absolument que je vous dise ça. Tout le monde dit les taux d'intérêt vont baisser, donc les marchés vont être soutenus et les cryptos vont en profiter. Le problème de ce narratif-là, c'est que c'est faire fi de ce qui s'est passé ces 50 dernières années à chaque fois qu'ils ont baissé les taux d'intérêt. Les banques centrales, quand elles baissent les taux d'intérêt, c'est qu'elles ont cassé la machine économique. C'est qu'on rentre en récession, c'est qu'ils sont obligés de baisser les taux d'intérêt rapidement pour soutenir l'économie et pas qu'elle s'effondre. Alors qu'on a un taux de chômage qui s'envole, des business qui font faillite, etc. Et donc, tout 2024 réside là-dedans. Est-ce qu'on a un intérêt les taux qui redescendent ou est-ce qu'on a une récession énorme, une baisse de taux très forte, mais une baisse de taux qui est là pour endiguer un ouragan et non pas pour soutenir le marché actions et le marché des cryptos, tu vois? Donc, la question que je me pose, c'est quelle va être, s'il y en a un, la puissance du choc baissier dans les 6 à 9 mois. Mais heureusement, parce qu'on est des stackers, parce qu'on est des mecs qui font du DCA, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Parce que si on est convaincu l'un comme l'autre qu'ils vont revenir au quantitative easing, des taux bas et en plus des injections monétaires de port qui font monter les cryptos à long terme, si on est convaincu que ça veut dire que quoi qu'il se passe dans les 2 ans qui viennent, quelles que soient les chutes de marché, actions, crypto dues à des taux qui restent élevés ou une grosse récession ou des choses comme ça, c'est une opportunité d'achat. Et donc, en résumé, il faut faire comme Jean-Michel Lissier et acheter de façon extrêmement régulière pour le même montant sur une période de temps assez longue, au minimum 4 ans pour Bitcoin, sachant que Bitcoin bouge quand même assez vite. Et d'ailleurs, si on prend les statistiques, on prend n'importe quel jour dans Bitcoin, on regarde 4 ans en arrière le même jour, et il n'y a pas une performance qui est en dessous de 140%. Donc c'est pour ça que nous, on conseille au minimum 4 à 5 ans pour profiter justement d'un cycle. Tu disais que dans la bourse, c'était plutôt dans une vingtaine d'années, 15 à 20 ans. Voilà. D'ailleurs, quelle est la durée que tu conseillerais pour un DCA sur Bitcoin, sachant que la volatilité et la rapidité du marché est beaucoup plus longue? Est-ce qu'il faut attendre
15 ou 20 ans comme sur la bourse pour profiter de son Non, DCA? non, non. Ou est-ce qu'on a ça serait quoi la période idéale quelque part pour un DCA efficace? Bah, Sur tu les- l'as dit toi-même, hein, les cycles font 4 ans. Si tu achètes au plus haut d'un bull market, tu achètes en 2017, tu es redevenu positif en 2020. T'achètes en 2021, tu espères revenir positif en 2024-2025. On a fait 2013-2018. Donc, c'est ça, c'est 5-6 ans minimum. Si dans 5-6 ans, tu as fait du DCA et tu n'es pas positif, c'est qu'il y aura une petite couille dans le pâté, c'est qu'il y aura un petit grain de sable dans la machine. Il y aura un truc qu'on n'aura pas prévu qui se sera passé. Non, non, mais en tout cas, merci Nico pour cette première partie d'émission. Franchement, ça nous a donné un éclairage super intéressant sur à la fois ce qui s'est passé en 2023 et sur tes prévisions sur 2024. Donc d'ailleurs, merci d'avoir osé donner quelques chiffres. Et donc maintenant, on va passer sur la deuxième partie de l'émission, qui est donc les questions des stackers. Donc moi, en fait, j'en ai déjà sélectionné quelques-unes. Après, encore une fois, si certains d'entre vous veulent prendre la parole ou veulent me poser des questions en live, en chat, n'hésitez pas. Donc là, je vais t'en prendre une un peu au hasard, bon, qui est presque intéressée, mais c'est au sujet de l'allocation d'actifs de manière générale. Selon toi, justement, quelle est la dose de Bitcoin qu'on doit avoir dans son portefeuille lorsqu'on est, justement, j'allais dire, un Français moyen qui, justement, ne veut pas prendre trop de risques, mais il veut avoir un profil équilibré. Voilà, bon, c'est un peu une réponse, une question un peu bateau, mais qui est quand même très important, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Moi, je vais te dire en toute sincérité ce que je dis à mes lecteurs et j'ai un service payant où j'ai à peu près 2000 personnes avec qui je fais des émissions depuis 2-3 ans. Moi, je dis 10%. 10% de crypto-monnaie permet d'en avoir, d'augmenter la volatilité de son portefeuille sans trop souffrir de cette volatilité, puisque si tu as 20 ou 30% de crypto en portefeuille, en 2022, on perd 85%, ça commence à faire mal. Donc, moi, je réponds ça, je réponds 10% aux gens. Non, 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 mais écoute, Après, mon petit cousin, 18 ans, qui commence son DCA, il me dit, moi, j'aime bien la tech américaine et les cryptos. Il fait 50% tech, 50% crypto. Je le conçois tout à fait. Voilà. Oui. Et au final, il est 100% tech. Mais va en vouloir à un jeune de 18 ans qui est sur son téléphone ou sur son PC en permanence et qui voit les boîtes de tech et les cryptos cartonner. Tu lui enlèveras pas l'idée que c'est l'avenir. Donc, ça, après, ça dépend de la capacité de chacun à encaisser du risque et à vouloir pimenter son portefeuille. Et puis aussi la taille du portefeuille. Ok. Merci. Alors, on a une question de K57 qui parle du youtubeur Eureka, qui fait de très belles vidéos sur l'économie très détaillée. Il disait justement qu'il avait débunké le fait que la masse monétaire, qu'est de l'inflation. Donc, il dit qu'il y a plein de facteurs et de paramètres, et il dit qu'il n'y a a priori aucun lien entre la création monétaire et l'inflation. Alors, je suis d'accord pour dire qu'il y a énormément de facteurs. C'est un peu comme quand tu poses la question à un spécialiste du pétrole, qu'est-ce qui fait monter ou baisser le pétrole? Putain, entre les forages aux États-Unis, les flux, la croissance mondiale, les statistiques, les machins, t'es pas rendu. Donc, le nombre de facteurs est totalement énorme. Pourquoi Eureka a raison? En partie. Parce qu'entre 2018 et entre 2008 et 2019, on a injecté à fond, il n'y a pas eu d'inflation. C'est-à-dire, où est-ce qu'il allait cet argent-là? Quand tout l'argent qui était créé, où est-ce qu'il allait? Est-ce qu'il allait dans la Ça a banette? fait monter l'immobilier et les actions qui sont détenues par les 10% les plus riches de la planète. Donc, en Les fait, montres Rolex? En fait, Est-ce que là, on se trouve où l'inflation était sur les... Je suis un peu le plus anticapitaliste des analyses boursiers que vous pourriez trouver. Les mecs ont créé 20, 30, 40 000 milliards de dollars de dettes via les États et les banques centrales, ont fait monter l'ensemble des actifs que sont l'immobilier et les actions qu'ils détenaient. Donc en fait, ils ont fait que les pouvoirs publics fassent grimper les choses qui faisaient monter leur richesse. Il n'y avait pas d'inflation. Donc, il n'est pas faux de dire qu'à ce moment-là, masse monétaire n'engendre pas inflation. Mais on a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure,
des phénomènes extra qui se sont ajoutés, des phénomènes spéciaux, les ruptures d'approvisionnement en Chine, la guerre en Ukraine, les excès d'argent des particuliers, et c'est tout ça, c'est tous ces facteurs-là mis bout à bout qui ont engendré une inflation très forte. Voilà, parce que ce qu'il faut là où on n'est pas tous d'accord avec la définition des termes, c'est qu'un bitcoiner, quand il va parler d'inflation, il va parler de l'inflation de la masse monétaire, donc une inflation qui est mesurable avec la quantité de monnaie, donc la fameuse M2, la M2, mais que quand un gouvernement ou ceux qui surveillent l'économie parlent d'inflation, ils parlent d'inflation des prix à la consommation. Et donc, il y a un indice qui permet justement de suivre d'année en année, enfin de mois en mois et d'année en année, cette évolution. Et cette évolution considère que seul 15% de l'immobilier et de l'énergie est compris et sert à calculer l'inflation. Et donc, justement, quand tu disais, quand il y avait une grande phase d'impression monétaire et que ça ne se voyait pas sur le prix de la baguette, c'est parce que justement, l'inflation, elle était, comme tu disais très bien, sur les actions, sur l'immobilier, sur les sacs français, sur les Rolex. C'est n'importe quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour parler un petit peu de ce débunkage. Donc c'est toujours on est d'accord qu'à 57. Voilà, c'est un problème de définition selon moi, et c'est un petit peu, comment dire, puis j'allais pas dire une bassesse intellectuelle, mais je pense que Eureka joue un peu avec les mots pour faire croire que l'inflation monétaire n'a aucune incidence sur l'économie. Et ça, c'est un des points sur quoi je ne suis pas d'accord, donc j'apprécie énormément son contenu de vidéo. Ok, merci pour cette question. Donc, je vais passer aux questions suivantes. Encore une fois, n'hésitez pas à en poser au fur et à mesure, hein. Là, je vais partir sur la comparaison de Bitcoin et de l'or. Parce que d'ailleurs, c'est intéressant, et je rebondis sur ce que tu disais à un moment donné dans l'émission. Tu disais, et je suis plutôt d'accord avec toi, que Bitcoin, comme les actions, sont considérés comme des actifs risqués. Et l'or est considéré comme un actif non risqué, si je reprends tes termes. Ou valeur refuge, pardon. Globalement, on le sait tous, on parle beaucoup du Bitcoin comme étant l'or 2.0. Et finalement, est-ce que c'est pas un peu antinomique par rapport à ce que je viens de dire, finalement? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Et quel est ton point de vue, alors? C'est totalement contraire, en fait. L'or est un refuge, est une sécurité, et le Bitcoin est tout l'inverse. C'est ce qu'on achète quand il y a de la confiance, de l'excès d'argent. Tu n'es pas d'accord avec, finalement, la punchline Bitcoin hors 2.0, alors? Alors, Bitcoin hors 2.0 dans le sens quantité finie et rareté. Mais pas dans le sens valeur refuge. En tout cas, dans le sens type d'actif. Ok, donc ça c'est le cas aujourd'hui. Et je suis globalement d'accord avec toi, mais est-ce que tu penses qu'avec, on l'espère tous, l'adoption du Bitcoin en tant que monnaie, en tant que moyen... Ça ne changera pas sa nature, on ne fera pas un refuge. D'accord, et tu penses que dans 20 ou 30 ans, lorsque, on l'espère tous encore une fois, l'adoption de la première utilité théorique du Bitcoin est celle d'être utilisée comme monnaie ou moyen de paiement, tu penses que jamais elle n'aura ce potentiel de valeur refuge comme l'est l'or aujourd'hui, d'après toi? Si. Ah. Le jour où la France deviendra le Venezuela et l'Argentine. Non, mais ce qui nous pend au nez, hein. Ce qui nous pend au nez. Quand le peuple européen va se rendre compte qu'on n'a pas d'énergie, qu'on a vendu tous nos savoirs, qu'on est en train de se paupériser, que notre monnaie ne vaut pas grand-chose, si on a un choc sur l'euro, ce sera... Alors là, on est déjà dans 3 vagues d'adoption, hein, parce que vous remarquez qu'on a parlé d'une adoption potentielle à venir à court terme avec les ETF. Après, je ne sais plus de quoi on a parlé qui pourrait créer une adoption massive à travers l'ensemble de la planète. Mais pour moi, c'est des chocs successifs qu'il va falloir comme ça. Et c'est le jour où on va commencer à perdre confiance. Ah bah oui, on a parlé des bancaires tout à l'heure. On a commencé à voir ce potentiel phénomène. Crise des bancaires américaines et un peu de frayeur en Europe, hop, hausse des cryptos, diversification. Je pense qu'il est cousu de fil blanc qu'on va avoir des petits soucis en Europe dans les 10-15 ans qui viennent. Et alors du coup, je fais un peu, comment dire, je vais faire des prévisions un peu radicales.
certains bitcoiners pensent que l'euro pourrait disparaître. Alors d'ailleurs, je ne sais pas toi, quel est ton avis sur cette question-là et quel pourrait être l'impact sur Bitcoin par rapport à cette disparition de l'euro? Alors, pour que l'Europe disparaisse, il faut que. Pour que Non, je parle l'euro d'Europe, je parle disparaisse, vraiment de oui, non, non, mais pour que l'euro disparaisse, il faut que l'Europe disparaisse. Tu vois, il faut qu'elle Ouais. implose. Il faut qu'elle se sépare en groupes. Donc, il faut vraiment un choc sociétal énorme. Et encore une fois, là, on n'est même pas dans la prédiction, on est dans la pure imagination. Non, non, concrètement, sincèrement, je pense que alors, ça peut être un choc sur le yen, ça peut être un choc en Europe, ça peut être. Je dirais qu'on est un choc sur une monnaie majeure pour potentiellement que les bitcoins servent des refuges à ce moment-là. Ok. Et là, pour la première fois, le bitcoin serait un vrai refuge. Ok. Et donc d'ailleurs, en fait, c'est une question suivante d'un autre stacker, c'est justement, est-ce que des événements géopolitiques, bon, c'est un peu dans la continuité de la question précédente, mais Ah oui. des événements géopolitiques pourraient affecter la perception et l'adoption du Bitcoin à l'échelle mondiale, voire même faire évoluer son prix. Alors, positif, négatif. Positif pour le bitcoin, c'est la Turquie. La monnaie turque part en sucette, les Turcs ont besoin de changer de l'argent, ils achètent des cryptos, c'est positif. OK. Géopolitique, impact négatif, c'est quoi? C'est demain, le détroit est fermé, il n'y a plus de super tankers qui peuvent passer par la mer Méditerranée. C'est tension Israël-Gaza, l'Iran s'en mêle, c'est le bordel complet, le pétrole prend $50, l'inflation s'envole, du coup les banques centrales ne peuvent pas baisser les taux d'intérêt, et à ce moment-là, on se retrouve donc avec une politique monétaire qui impacte tous les actifs risqués. Donc, est-ce qu'un événement géopolitique peut impacter Bitcoin? En fait, c'est une sorte de chaînon. Il y a des tensions géopolitiques, ça fait monter les cours du pétrole, le pétrole fait monter l'inflation pénalise les politiques monétaires de banque centrale, qui pénalisent à leur tour les actifs risqués que sont les actions et le Bitcoin. Donc voilà Ok. deux types d'événements, un événement positif, un événement négatif qui peuvent avoir un impact sur les cryptos. Alors, on a Pat dans le chat qui pose une question que j'aimerais un peu introduire déjà. C'est qu'on voit que le Salvador fait du DCA quotidien sur Bitcoin depuis le janvier de l'an dernier. Qui sont Quotidien, c'est vrai? Ah, je vais arrêter leurs achats. Non, en fait, il faisait des gros achats un peu random à certains moments pour constituer une réserve. Et en fait, en janvier de l'an dernier, ils annonçaient qu'ils allaient acheter un Bitcoin par jour. Alors, en tout cas, ils font un DCA quotidien. Je ne sais pas s'ils s'en sont tenus au Bitcoin par jour. Mais en tout cas, voilà, ils achètent régulièrement. Ils ont publié leur DCA. On a aussi, par exemple, appris avec l'affaire Celsius que le royaume du Bhoutan minait du Bitcoin sur leur surplus hydroélectrique. Mais non. Donc, si. Donc ça, c'était sorti suite à l'affaire Celsius, justement. J'étais pas au courant que Sébastien Gouspillou il était allé au Bhoutan. Gouspillou, a priori, nous a pas dit qu'il était allé au Bhoutan. En tout cas, le Bhoutan minait discrètement et on l'a révélé justement avec l'affaire Celsius. Qu'est-ce qu'on a encore? On a par exemple les Américains et un pays de l'Est, je sais plus, je crois que c'est la Bulgarie, qui ont fait des saisies en Bitcoin. Donc, c'est pas vraiment les gouvernements qui les détiennent, mais c'est des entités gouvernementales qui ont du Bitcoin suite aux saisies. Et donc, la question de Pat, c'est est-ce que l'adoption par des États pourrait être un facteur envisagé? Et si oui, quel type d'État pourrait accumuler du Bitcoin pour le compte de l'État? Alors, à mon sens, Pad a dit l'adoption par les États était un facteur à envisager. Et en fait, les exemples que tu nous donnes, pour moi, ne sont pas des exemples d'adoption de la monnaie, si ce n'est peut-être le Salvador. Ouais. Juste pour préciser, c'est que là, c'est vraiment. Ils sont Bitcoin friendly, mais c'est pas de l'adoption forte. Voilà, et c'est surtout, ce n'est pas une banque centrale qui achète du Bitcoin. Parce que les banques centrales, ce qu'elles adorent, c'est l'or.
Donc d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas 80% ou 90% des volumes d'or, c'est de l'or qui est acheté pour la conservation et le reste, c'est pour la bijouterie et très peu pour l'industrie. Globalement, toutes les transactions en or sur les marchés, ce sont des institutions et des banques centrales. Et les banques centrales, elles ont d'énormes réserves en dollars, dans leurs devises, en devises étrangères peut-être, et surtout en or. Aujourd'hui, on n'a aucune connaissance d'une banque centrale qui accumule du Bitcoin. Donc là, ce qui se passe pour le Salvador, c'est le gouvernement pour une entité gouvernementale, mais ce n'est pas la banque centrale du Salvador qui achète du Bitcoin, de ce qu'on en sait en tout cas. Que des États deviennent friendly, c'est cool. Tant qu'ils n'en font pas des monnaies locales, c'est pas une vraie adoption. Que certains minent un peu ou saisissent un peu ou d'autres, pour moi, c'est pas de la vraie adoption. Mais si, voilà, un jour, une banque centrale se mettait à acheter de la crypto, là, ça changerait clairement la donne. Mais dans Le les vrai facteur, 5 banques centrales qui se connaissent tous, ils sont tous contre les cryptos. Donc, c'est pas demain la veille qu'ils vont le faire. Je pense plutôt qu'ils vont monter leur monnaie numérique merdique. Ben voilà, et d'ailleurs, c'est une autre question de... Je sais, je te lance une perche. Ben voilà, évidemment, et j'allais venir, et je pense qu'on va faire 2, 3 dernières questions pour pas que cette émission ne dure trop longtemps. Mais selon toi, justement, l'adoption d'une CBDC par un État est de plus en plus probable. Et selon toi, quel serait l'impact sur Bitcoin? Est-ce qu'il serait plutôt positif, plutôt négatif ou plutôt neutre? Une temps neutre. De toute façon, elles y vont. La Chine a lancé sa monnaie numérique, les États-Unis, l'Europe bossent dessus, ils veulent le faire, ils vont le faire, ça va sortir. Et je m'attends pas, si tu veux, comme le lancement d'un ETF sur Bitcoin qui sera un événement positif, le lancement d'une monnaie numérique sur l'euro sera un événement négatif. Pas vraiment. Pour moi, c'est plutôt neutre. Mais par contre, ça ne m'inspire pas confiance sur leurs objectifs de très long terme. Mon avis, c'est qu'on va avoir des problèmes sur les dettes. C'est qu'on parle de plus en plus de la dette américaine, de la dette européenne, etc. Alors, c'est vrai qu'on est déjà très numérisé, que nos euros, ils sont très numériques. On a de moins en moins de cash. Ils veulent le faire disparaître. Comme ça, ils peuvent tout taxer, toutes les entreprises. On arrête le black et on sait exactement où est l'argent, où est-ce qu'il va. On a TracFin, on a tous les trucs pour savoir quels sont les flux entre tout le monde. Et à mon avis, le dessin de long terme là-dessus, en fait, si vous voulez, ça me fait penser à ce qui s'est passé à Chypre en 2015 à peu près, 2013. 2013. Les Chypriotes se sont fait chipper leur économie. C'est si vieux que ça. Ouais. D'ailleurs, Donc, Bitcoin avait éclaté à ce moment-là. L'État fait faillite et ils disent à la population, on va prendre 10% au-dessus de tous les comptes de 100 000 et on va renflouer la caisse. Post-Chypre, il faut savoir que dans pratiquement tous les pays européens, nous, ça a été la loi Sapin 2, a été voté que les assurances-vie pouvaient être bloquées et ponctionnées. Mais si tu ponctionnes les assurances-vie, tu vas quand même faire suer les gens de bonne fortune. On va quand même pas taxer que les riches, hein? On va taxer tout le monde. Donc en fait, on te met l'euro numérique. Derrière, tout le monde a son petit wallet, tout le monde a son petit compte bancaire. Ok, j'ai tant sur mon compte. Et du jour au lendemain, les mecs ils vont dire, bon les gars, on a 4 000 milliards de dettes, 5 000 milliards de dettes, 6 000 milliards de dettes. On a un coût de la dette qui est trop fort. Il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse baisser le niveau de la dette. Bon, ce qu'on fait, c'est que demain, là, votre euro USDC à 1, il vaut 0,90. Voilà. Et il vaut 0,90 et on retire 10% de l'argent de l'ensemble de tous ceux qui détiennent la monnaie étatique en question et ça permet de fonctionner l'ensemble de la population pour la prochaine crise. Donc en fait, ils ont déjà la solution pour... en fait, ils sont en train de mettre en place les solutions pour affronter les crises à venir. De la même manière que je pense que l'hélicoptère monnaie reviendra et ce sera peut-être une très bonne chose d'ailleurs pour les cryptos. Je pense qu'à un moment donné, quand l'IA et la technologie vont se développer tellement fort qu'on va se retrouver avec un taux de chômage à 20%, il faudra donner 1000 boules à tout le monde pour que les gens puissent aller chez McDo, s'acheter un iPhone et consommer.
Et on deviendra vraiment le consommateur. C'est-à-dire que, oh, désolé, là je vous fais un parallèle, je pars complètement à volo, mais le parallèle c'est Matrix. Matrix, les machines utilisent l'humain comme une matière première et vont faire ils vont les mettre dans des machines et ils vont utiliser l'énergie générée par un corps humain. Ce qui intéresse aujourd'hui les États, les entreprises de la planète, c'est de voir l'ensemble des humains et de se dire ça, c'est une masse de consommateurs. Comment est-ce qu'on va faire si on a de l'IA et qu'on a de plus en moins de travailleurs, qu'on a de plus en plus de retraités, qu'on ne sait pas gérer? Eh bien, on donne de l'argent aux gens, on donne de l'argent aux retraités, on donne de l'argent aux jeunes, on met un salaire minimum, on donne de l'argent à tout le monde. Et ça crée un monde un peu spécial. Mais ça peut aussi être des flux super intéressants pour les cryptos. Donc, j'ai très peur des monnaies étatiques. Je ne sais pas ce que ça peut avoir comme impact à long terme avec les cryptos. Ma frayeur, c'est qu'en fait, ils essayent de créer une non-coexistence entre les deux et que tu ne puisses pas échanger un bitcoin contre un euro numérique d'une manière ou d'une autre. C'est un peu ça qui me fait peur. D'ailleurs, si il fallait finir en fait cette émission, on va pas finir par de la frayeur, mais Non, qu'est-ce parce qui qu'après, fait moi, j'ai une dernière question positive et drôle. Vas-y. Mais voilà, en gros, non, mais c'est une question. Côté sur la politique à long terme. Non, mais c'est une question d'un des stackers que j'ai récolté avant, parce que je vois qu'il y a d'autres questions sur le chat sur les ETF, mais je pense qu'on en a quand même assez parlé lors de cette émission. Et en fait, j'aimerais parler d'un sujet d'ailleurs qui nous touche tous, en tout cas financier. C'est justement la présence des femmes dans notre univers de manière générale, et aussi des femmes et de l'investissement. Je ne sais pas, toi, d'ailleurs, quel est ton avis d'expert? Comment tu vois, est-ce que toi, d'ailleurs, dans ton audience, tu as des femmes? Est-ce que tu sens que cette part augmente dans le temps? Pourquoi et comment faire en sorte que les femmes investissent plus de manière générale et particulièrement dans Bitcoin? Les chiffres disent que pour certains courtiers, et notamment dans le DCA, la part des femmes est un peu supérieure à la part qu'était celle des femmes chez les courtiers classiques qui font du trading. Ok. Il est aussi clairement constaté que les femmes sont meilleures en investissement que les hommes sur le moyen long terme. Elles ont des meilleures performances parce que elles s'excitent pas, elles font pas d'aller-retour, elles cherchent pas à aller sur des valeurs spéculatives de merde. Elles achètent des trucs qu'elles sont prêtes à garder pendant 10-15 ans. Donc elles sont plus raisonnées, elles sont plus sécures. Le fait qu'on n'ait pas assez de femmes, si tu veux, c'est un peu comme pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de femmes chefs d'entreprise ou députés? C'est qu'on a une éducation et une école qui n'ont pas formé les femmes à vouloir faire ce genre de choses. De la même manière, peut-être qu'on forme les garçons à gagner et à être vénal et peut-être les femmes à l'être moins. D'où peut-être un manque d'intérêt ou peut-être une peur par rapport au côté spéculatif et volatile des marchés alors qu'elles vont se chercher de la sécurité et de la stabilité dans leur vie, peut-être un peu plus que les hommes, qui, pour cette raison, meurent plus tôt, hein, parce qu'on est un peu plus débiles. Mais non, je pense... moi, ma sœur fait du DCA sur les cryptos depuis des années, et ma femme fait du DCA sur actions, métaux et cryptos. Oui, mais toi, en gros, tu es un petit peu biaisé, Nico, désolé de te dire ça, mais ton entourage proche, pour moi, il n'est pas significatif. Et justement, je repose ma question, comment, justement, quels seraient les arguments pour convaincre les femmes d'investir davantage et de faire du DCA hors ton réseau proche, Nico? Pour moi, il faut des images féminines qui représentent ça, en fait. Il nous faut des femmes qui nous fassent des émissions, des podcasts, des comptes Twitter, qui aient l'envie, en fait, de rentrer dans ce milieu de la finance, de la vulgarisation, etc., pour donner envie à d'autres femmes de le faire. Parce que toi, d'ailleurs, dans ton audience, alors je ne sais pas si c'est une statistique que tu surveilles, mais est-ce que tu as vu une évolution dans la part des femmes dans ton audience? Si tu veux, plus je vieillis et plus j'ai ces beaux cheveux, un peu à la George Clooney, plus la part de femmes, effectivement, a légèrement augmenté. D'ailleurs, c'est
c'était marrant, ça. Sorti du surfing Bitcoin, j'étais avec ma femme en terrasse à Biarritz et il y avait une nana avec sa mère qui venait de Suisse, qui était venue me voir et qui avait dit à ma femme, gardez-le, hein, parce qu'il est il est vraiment très bien. Ah, bah, tu vois. Bah, c'est peut-être toi, en fait. C'est peut-être toi la nouvelle égérie. Bon, mais moi, je pense qu'il faut, il faut qu'un mec comme toi, ou comme moi, en vrai, depuis 1 an, je me pose la question et je me dis, est-ce que je dois essayer de disrupter sur des réseaux sociaux déjà existants où tout le monde est plus ou moins déjà en train de se battre pour exister et prendre de... Ou est-ce que je ne devrais pas former une femme à faire ce que je fais? Parce que je pense qu'elle aurait une part d'audience qui ferait 3 fois ce que je fais. Peut-être. Ou ouvrir un compte OnlyFans, peut-être. Non, non, mais écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait un peu plus d'1h40 qu'on est ensemble. Merci beaucoup pour tout ton savoir et d'avoir partagé un peu ta passion. Moi, j'avais aussi des questions que j'aurais aimé poser, par exemple les taux d'intérêt négatifs, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Mais ça sera peut-être l'objet d'une prochaine émission, parce que, en tout cas, c'est très intéressant que tu nous vulgarises un peu toute la complexité des marchés financiers et qu'est-ce que c'est que d'être un trader. Donc, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Ouais, merci Nicolas. Donc encore une fois, on peut le retrouver sur les réseaux, sur sa newsletter, sur son site web, si je dis pas de bêtises. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup ? Voilà. nicolaschéron.fr. De toute façon, on va remettre ça en commentaire lorsqu'on va publier le podcast sur les plateformes. N'hésite pas à le remettre aussi dans le chat des stackers. Et puis, Les stackers, est-ce qu'on se voit à Surfin en août 24? j'espère. Ah, J'espère. ok. Parce que ça, effectivement, tu es d'ores et déjà invité, évidemment. Après la parole. Je sais bien que revenir de la Réunion, on est fâché au simple et je reviens au mois de juin fêter mes 40 ans. Mais bon, vous me Ah, d'accord. forcément. Donc, on verra ça. Bah, ça dépendra peut-être du niveau du Bitcoin. On sait jamais. Ah, ben voilà, peut-être. Ok, En tous les bah, cas, merci pour l'émission. Merci pour cette invitation. C'était cool. Bon, voilà, j'ai en détente dit ce que je pensais en toute c'est exactement sincérité, là, avec voilà, des super. choses plus ou moins exactes, connues. Super. etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et encore une fois, ça va être publié sur les plateformes dans quelques jours. Et on vous dit à la prochaine. Alors, on ne sait pas encore quand sera la prochaine, ni qui sera le prochain invité. Mais évidemment, on vous tiendra informé très prochainement. Voilà. Et bien, écoutez, à très bientôt. Stackez les sats et bonne année 2024. Et bon anniversaire, Stacking Sat.